Fondé en 1961 par la société Espérance Languedoc, le site sidérurgique de Chertal est un emblème de la puissance économique et industrielle de la Wallonie du milieu du XXe siècle. Le site a été inauguré solennellement le 5 novembre 1963 en présence du roi baudouin. Jamais une aciérie n'avait été alimentée par des hauts fourneaux distants de plus de 20 km via un itinéraire utilisant un réseau public de chemin de fer. Situé au cœur de la région liégeoise, à cheval entre le canal Albert et la Meuse, la construction du site de Chertal a débuté le 21 mars 1961. Le terrain total final s'étend sur plus de 1920 km², raccordé au rail et au transport fluvial pour relier les fours à coke, les hauts fourneaux, l'aciérie ainsi que les lamineurs à chaud. En octobre 2011, ArcelorMittal annonce la fermeture définitive de la phase à chaud en province de Liège. Et c'est seulement en 2012, après plusieurs restructurations, que le site ferme ses portes avec une perte d'environ 250 emplois, ainsi qu'une mise sous cocon qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Suite à l'arrêt complet du site, de fortes dégradations sont à constater. Les vols de cuivre ainsi que les vandalismes font partie de la vie du site. J'ai commencé en 74. En 74, j'étais rectifieur. Et puis en 75, j'ai été comme mécanicien au SLAMIC. Et puis après, je suis passé électromécanicien. Et puis je suis passé dans la délégation syndicale. Comme mécanicien, c'était un boulot, je vais dire, varié, intéressant, parce que tu ne faisais jamais la même chose tous les jours. Tu avais contact avec les gens, tu apprenais sur le terrain et ainsi de suite. Donc j'ai commencé à Chertal, puis de là j'ai été à Phoenix parce que là je passais en CDD sur les lignes de production galvanisation. Et de là alors je suis revenu à Chertal comme électromécanicien 2 jours. J'ai eu l'occasion de refaire le jour comme électromécanicien sur les locomotives. De l'électromécanicien, j'ai eu plusieurs fonctions par la suite, comme brigadier, puis préparateur, donc je m'occupais de toutes les commandes de l'atelier. Et puis j'ai fini comme contremaître pendant 11 ans, donc toujours dans la même brigade. Donc voilà, c'est une carrière quand même assez complète, je vais dire de la base jusqu'au contremaître. Donc j'ai vécu la première fermeture de Chertal, puis la réouverture, puis la deuxième. Et puis alors, je suis encore resté 3 ans dans l'usine après. Et je suis parti voilà, en accord avec la direction. Je travaillais comme infirmier. J'ai fait tout un voyage, moi, c'est-à-dire que je n'ai pas resté comme infirmier. J'ai donné cours aussi de formation au niveau secourisme, cours d'ambulancier, cours de recyclage infirmier, etc. Et donc j'ai opéré donc, là, au centre de formation. Entre ces deux-là, j'ai quitté Chertal pour aller à l'hôpital Cochrane, parce que j'aimais bien la chirurgie. Donc j'ai un peu fait tout. J'aimais bien mon travail parce qu'il était très varié. Je soignais, même quand j'étais à l'hôpital en chirurgie, je travaillais 3 jours et puis je donnais cours. Et puis, voilà. C'était varié. J'ai toujours bien aimé. En fait, moi je suis entré comme infirmier en 1979 à la société Cochrane. Ça s'appelait Cochrane à l'époque. Et puis ben voilà, je suis entré là comme infirmier en venant de l'école. Je suis sorti de l'école, je suis allé me présenter à Ougré chez monsieur le docteur Lemaire, qui m'a engagé pour devenir infirmier d'usine. Voilà. Comme je passais seulement mon service militaire en 1981, je me suis dit tiens, je vais essayer quand même un autre domaine que l'hôpital pour voir un petit peu ce que c'est une usine, etc., avoir un autre pan du métier. Et puis j'ai été faire mon service militaire en 81 et quand je suis revenu, ben, je suis retourné à Cochrane et j'y ai continué ma carrière jusqu'en 2014. Et en 2014, M. Mittal a décidé que les vieux de plus de 52 ans, j'en avais 57 et demi à l'époque,
il n'en avait plus besoin et voilà, nous avons dû quitter à grand regret ce travail-là. On adorait ce travail-là. C'est pas... La preuve, c'est que j'étais formé pour travailler à l'hôpital. J'ai eu l'occasion d'y entrer et je n'ai jamais quitté. Donc j'ai fait 15-16 ans à Chertal. Et puis le reste de ma carrière à Augré, toujours dans la sidérurgie, etc. Toujours pour le même patron. Donc oui, on adore ce métier-là. On ne sait pas quitter. Retourner à l'hôpital après ça, non, c'est pas possible. Donc moi j'étais médecin du travail de 2004 à environ 2006 pour l'infirmerie de Chertal. J'ai travaillé un petit peu dans le froid aussi, mais principalement je travaillais à Chertal. C'était vraiment une entreprise très impressionnante. Moi, ça a été vraiment le début de ma carrière professionnelle. Donc, je sortais tout juste des études et je me suis retrouvée dans une grosse usine comme ça. Ça n'a pas été toujours évident, mais je pense que justement, parmi les médecins de mon âge, je devais être la seule à avoir autant de responsabilités, une usine avec autant de risques. Et j'ai dû apprendre à gérer beaucoup de choses et ça a été vraiment très, très, très enrichissant. Donc moi j'étais médecin du travail, donc mon rôle c'était vraiment la prévention. Il y avait aussi un service d'accident de travail qui eux s'occupait des interventions dans l'usine. Moi je m'occupais plus de la prévention, je voyais tous les travailleurs, j'allais sur le terrain voir si les conditions de travail étaient remplies, donc je n'avais pas vraiment des interventions. J'ai été garde et j'ai fini comme brigadier garde. J'avais contact avec tous les membres du personnel, en globalité, de beaux contacts, je dois dire, il n'y a pas de souci, pour moi du moins. Et avec les visiteurs, bien sûr, les visiteurs, qui leur laissé passer, c'était fort varié quand même. Moi, j'ai toujours eu de très très bonnes relations avec mes collègues. On aimait bien son travail, tout ça fonctionnait bien. Il n'y avait jamais de gros problèmes d'amis. Pour reprendre l'exemple de Chertal, c'est un grand village. Hein. C'est un très grand village, donc tout le monde se connaît, tout le monde sait qu'on travaille pour la même chose, dans le même but, dans le même sens. Donc la camaraderie est énorme, énorme. Je n'ai jamais eu de soucis. La moindre chose, si je faisais quelque chose que je ne devais pas, j'allais d'abord trouver mon contremaître et lui dire j'ai fait ceci. À la coulée continue, si tu veux, j'ai renversé des grandes faces de la gouttière qui étaient en inox. Ça coûtait très cher. Je n'ai pas laissé le temps à personne d'aller le trouver, j'ai été le trouver moi-même et lui dire. Parce que ça valait beaucoup d'argent. Et quand il fallait toujours travailler plus tard ou rester longtemps après l'heure, on savait le faire aussi. On était vraiment une famille là-bas. Au début, il a fallu du temps qu'ils s'habituent, puis ils ont vu que j'étais quelqu'un qui m'investissait. Aujourd'hui encore, donc ça fait 14 ans et je revois encore régulièrement pas mal de monde. On est resté en contact avec des ouvriers comme avec des chefs, comme avec des anciens syndicalistes. Donc, je dis que c'était vraiment une famille, on peut encore aujourd'hui les appeler pour plein de choses. C'était un travail, je vais dire, pas de communauté, on se donnait des coups de main, tu étais dans le caca, on passait à côté, même si c'était pas ton boulot, ben on te donnait un coup de main, on sortait du pétrin, et c'était comme ça, c'était inné, Et puis ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer dans les années 95. Et plus on avançait, plus le personnel est devenu indépendant, je veux dire individualiste. Et là, c'était plus l'esprit camaraderie, l'esprit. Mais sinon, je veux dire, les plus belles anecdotes, c'est au slamming. Si aujourd'hui on me dit tu recommences, commence 74, je recommence tout de suite. Là, cette période-là.
Ah ben la fermeture, moi je l'ai vécu dramatiquement, je vais dire franchement. Parce que je vois qu'on peut bien continuer quelques années, je vais dire. Et voilà, donc, en fait c'était un départ forcé. Ah, c'est une horreur, voler, surtout dégradé, comme disait mon ami Gianni, c'était un truc qu'on ne saurait jamais remettre en marche, mais rien du tout. Tellement qu'il y a une dégradation, pas seulement des vols de câbles, mais des dégradations pour dégrader, quoi. Cassé. Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui ait connu Chertal qui soit heureux de voir dans quel état il est maintenant. Non, mal, c'est pas. Ah, c'est un pan de votre vie qu'on vous arrache. Hein. C'est carrément un morceau de votre vie qu'on vous dit ben voilà, tu as travaillé là autant d'années, mais non, c'est fini, ça tombe en ruine. C'est pas réjouissant. Moi, j'avais encore une partie de mon âme à Chertal. Ah oui. Ça, j'ai toujours eu jusqu'à maintenant, comme on va dire. Et quand j'ai appris ça, j'ai pensé surtout au personnel aussi, évidemment. Problèmes financiers, problèmes psychologiques, etc. Et aussi le fait qu'ils perdent leur travail, on arrive là, dans la société, et on se sent un peu asocial. Je dois dire que moi j'ai senti ça personnellement lorsque j'ai pris ma prépension. J'avais 60 ans, et après 6-7 mois, je commençais à m'ennuyer sérieusement. Et c'est comme ça que j'ai essayé de retravailler, parce que moralement, je déprimais. C'était un peu asocial ensemble, je n'avais pas de contact. Et comme j'avais assez bien de contact avec des élèves qui venaient au centre de formation, et avec le personnel, etc., avec les collègues, c'était très difficile à vivre. Mais il faut savoir aussi que quand je suis arrivée, j'étais dans un contexte de fermeture, parce que on n'en parle plus beaucoup, mais à l'époque, c'était pas encore Mittal, c'était Arcelor, et Arcelor avait décidé de fermer en 2009 l'usine déjà. Donc moi quand je suis arrivée, on parlait de fermeture déjà. Donc c'était un contexte comme ça, c'était pas évident. Les ouvriers, forcément, ça jouait sur leur morale, ça jouait sur leur motivation, et moi je les recevais. Donc ça n'a pas été évident du tout. Il y a des gens qui ont fait vraiment toute leur vie dans cette usine. C'est une mort annoncée. C'est une mort annoncée parce que nous étions une région, je vais dire, politiquement faible. Et je vais dire, du moment qu'on a été racheté par les Français, notre sort était lié. Même la politique interne d'Arcelor n'a pas fait le nécessaire pour protéger l'outil. Parce qu'au départ, c'était une mise sous cocon. Ouais, ouais. Donc, une fois que c'est mis sous cocon, demain, on peut avoir, je vais dire, l'ordonnance de dire on relance les outils dans les 6 mois. Et Arcelor n'a pas, enfin, les patrons n'ont pas fait le nécessaire pour protéger l'outil. C'est un peu triste, si même, bon, je trouve qu'on doit rebondir dans la vie, il ne faut pas toujours se baser sur ça, parce qu'il y a des gens qui sont partis de là et ils n'ont jamais plus rien fait, qui sont un peu dépités, je veux dire, il faut rebondir. Mais c'est vrai que c'est quand même malheureux dans le sens où c'est une usine performante, et voilà, on aurait pu, à mon avis, continuer. Mais... C'était pas le même contexte, je vais dire, parce qu'à l'hôpital, c'est différent que dans une infirmerie. Infirmier industriel était un métier un peu spécial, je vais dire, et à part. Parce qu'on est lié parfois à des risques aussi d'intervention. L'hôpital, là, vous êtes un peu mieux protégé, je vais dire. Oh, oui. Là, il faut monter, parfois, le malade est à une certaine hauteur, se trouve sur un pont roulant, bien dans un trou. Et tout ça, il y a un peu d'acrobatie. Il y avait de tout. C'est ça l'intérêt aussi de ce métier-là, c'est que vous pouvez aller simplement de la simple égratignure, écorchure, du simple refroidissement, puisqu'on soignait les blessés et les malades. Et puis vous alliez jusqu'à la catastrophe, quoi. Donc on en a tout connu, on a tout vu. Et voilà, il fallait être aussi bon pour soigner une petite écorchure, savoir enlever un corps étranger dans un œil, soigner une entorse, soigner un lumbago.
les choix sont multiples. Prendre en charge un blessé grave, puisque nous avions notre propre système d'intervention dans l'usine, etc., qui s'appelait le 123. Donc si les gens étaient immobilisés ou incapables de se rendre à l'infirmerie, ben, les gens téléphonaient à ce numéro d'urgence qui équivaut au 112 maintenant. Et on allait en ambulance chercher les gens sur place. Donc c'était très varié, et du plus bénin au plus grave. En plus, les gens aussi qui avaient des problèmes dire psychologiques, quoique, puisqu'on a quand même eu beaucoup de restructuration, avec les gens qui avaient un mal-être, un mal-vivre de la situation, etc. Il fallait aussi beaucoup d'empathie et beaucoup de psychologie pour pouvoir parler avec ces gens-là et pouvoir essayer les aider, en tout cas, les guider en second lieu vers les personnes les plus appropriées pour les prendre en charge, que ça se passe le mieux possible. Donc c'était vraiment d'une variété infinie. Ceci, c'est une explosion qu'il y a eu dans les filtres. Les filtres ont explosé et ils ont continué à travailler malgré tout. Donc, si tu veux, les couvercles au-dessus de l'acierie, on les ouvrait, et c'est 30 tonnes, je crois, de poussière, de tout ce que tu veux, ça en allait à chaque coulée dans l'atmosphère. Donc, je ne me rappelle pas l'année. Donc ça, c'est un cadeau que j'avais reçu à mon départ. Donc comme je vous disais, ça s'était très bien passé. Donc quand j'ai fêté mon départ, j'ai eu pas mal de monde, pas mal de cadeaux. Et ça représente un cylindre de laminoir en fait. Et c'est vraiment très lourd. Hein. C'est lourd. Et c'est donc à la scierie de Chertal, il y avait les trains, ce qu'on appelait les trains à large bande, où l'acier passait sur des cylindres comme ça. Ces deux objets, ça date de 78 ici, et ça représente ici la série, donc voilà. On coulait ici, l'acier était coulé là-dedans, on se refroidissait, et voilà, terminé. Et alors ça partait au laminoir, voilà, ça c'est donc ici la représentation du laminoir. On a reçu ces objets déjà lors d'une porte ouverte, c'est marqué d'ailleurs, porte ouverte, en 1978. C'était une petite revue qu'on recevait, je crois que c'est tous les 2 mois. C'est des actualités, Chertal Actualité. Oui. J'ai pris ça avec parce que c'est la seule qui me restait. Et c'est ici une photo de quand on montait, construisait la coulée continue. Mais quand je suis arrivé à Chertal, c'était ça. La série et le train à saut, l'arminal, c'est ça, voilà, c'est ça. Okay. Et il y avait partout des acrobates là comme ça. Quand je suis arrivé, on était installé dans le baraquement tubulaire là comme ça, et un poêle à mazout, mais pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau sanitaire. Alors j'avais creusé un puits et on prenait de l'eau dans ce puits-là. Le matin, quand j'arrivais à 7 heures, on allumait le poêle à mazout, on prenait 2 seaux, on allait chercher dans le puits. Un seau était sur le poêle et l'autre était près aussi. Pour des gens qui avaient des lésions aux pieds ou les mains, etc., il fallait quand même savoir nettoyer tout ça. Donc pour vous dire que c'était assez difficile. C'était un chantier un peu comme pendant la guerre. Enfin, on avait des casques et voilà. Et l'hiver 62-63, ça se trouvait, était un hiver rigoureux. Oh, il gelait jusqu'à moins 15. C'était très pénible. Et les gens travaillaient. Hein. Donc, encore des risques supplémentaires. Alors j'en ai 2. J'en ai une, c'est une photo qui représente en fait le docteur Lemaire. Le docteur Lemaire à sa pension, je me rappelle bien, c'est en 1999, en juin 1999, et qui tient dans sa main la plaque docteur Lemaire, qui était fixée sur l'infirmerie de Chertal et qui lui réservait sa place de parking. Et sur la photo, je l'ai choisi parce qu'on retrouve Lucien, qui est là, et quelques anciens collègues, etc. Et j'ai pris parce que la pension du docteur Lemaire, c'est un événement qui m'a touché énormément, parce que c'est le monsieur qui m'a engagé, et c'est le monsieur qui m'a tout appris. C'est vraiment le monsieur un grand monsieur, un médecin comme on en fait, enfin si, encore quelques-uns quand même, mais vraiment un monsieur charmant qui m'a expliqué les ficelles du métier, qui m'a expliqué le métier, etc.
Donc j'avais cette photo-là parce qu'elle me tenait vraiment à cœur et sa fête avait été vraiment un gros événement. Il y a d'ailleurs Monsieur Degé aussi sur la photo qui est, si je me rappelle bien, le président du conseil d'administration du musée où nous sommes et qui a été directeur à Chertal pendant des années. Et c'est lui qui a fait relancer Chertal après la première fermeture, avec la relance du Fourneau 6. Donc voilà, j'avais cette photo-là. Et la deuxième, ben ça c'est le côté un peu plus triste de la chose. C'est qu'en 2013, il a fallu fermer définitivement l'infirmerie de Chertal. Et voilà la clé qui a fermé la porte de l'infirmerie de Chertal en 2013. Donc là, c'était fini, c'était terminé. C'était la mise sous cocon. Et voilà, ça c'est la clé que je n'ai pas rendue, que j'ai gardée, qui a fermé l'infirmerie de Chertal. Des bons souvenirs, il y en a toujours. Par exemple, à la coulée continue, quand il perçait, hein, eh ben, il y avait certaines pièces qu'on devait démonter complètement et les remonter. Et une année, un jour, on est resté presque 26 heures pour pouvoir les démonter, remonter et la refaire retourner parce qu'il n'y avait plus aucune réserve pour faire tourner la coulée continue. Mais on travaillait très souvent comme ça. Dans mes fonctions après, mais je n'ai pas fait qu'infirmier, j'étais aussi responsable et tout ça. On organisait avec les ingénieurs, etc., parce que c'est obligatoire 2 fois par an, d'organiser un plan d'intervention en cas d'accident, donc une simulation d'accident avec l'évacuation, aussi bien au niveau pompier, soins, etc. Donc le service médical était très intéressé de travailler là-dedans. Et le dernier que j'ai pu quasiment faire, c'est en 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus très bien, c'était au TLB à Chertal, et le contexte de l'accident devait être une fuite de gaz. Et pour simuler la fuite de gaz, il existe, ce sont des produits qu'on met pour odoriser le gaz naturel qui n'a pas d'odeur. Donc on met ce produit-là et c'est ce qui donne l'odeur caractéristique du gaz. Et l'ingénieur responsable, on devait faire ça, je ne sais pas moi, le mercredi ou le jeudi. Et il se fait que le dimanche avant, je suis à la maison, je suis en congé, et j'entends à la radio exercice, intervention à Chertal, fuite de gaz importante, en voulez-vous, en voilà, évacuation du TLB. Enfin, c'était prévu mercredi cette histoire, c'était pas prévu le dimanche. Et donc le lundi, j'arrive dans mon bureau, je prends le numéro de téléphone, je sonne à l'ingénieur avec qui j'avais organisé tout le bazar. Je dis, mais Antoine, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? On devait faire l'exercice mercredi et tu le fais le dimanche. Ah mais non, il dit, c'est une erreur. En fait, ça s'est réellement passé. La bouteille de produit qui devait normalement odoriser le secteur, etc., il y avait eu des programmes d'entretien le dimanche, etc. Ils ont trouvé la bouteille, ils n'ont rien trouvé de mieux de prendre la bouteille et de l'acheter dans un conteneur. Conclusion, l'odeur de gaz fois 2000 est partie dans tout le TLB. L'exercice a eu lieu en réel, avec réellement la protection civile, les pompiers, les services de secours, etc. Pour finalement se rendre compte que c'est une erreur humaine on a jeté la bouteille d'odorisant et c'est ça qui a provoqué la catastrophe entre guillemets. Donc l'exercice avait eu lieu et ni l'ingénieur ni moi n'y avons participé alors qu'on l'avait organisé. Voilà, ça c'est une anecdote. Ça n'a pas été évident au début. Donc je suis arrivée là-bas, j'étais la seule femme qui allait vraiment dans l'usine régulièrement. En plus, je sortais des études, j'avais l'air encore plus jeune que j'étais déjà. Et les ouvriers, c'est vrai, étaient assez surpris de me voir arriver. Ça n'a pas toujours été facile non plus avec même certains infirmiers qui étaient là depuis très longtemps, qui connaissaient bien leur boulot, qui n'étaient pas habitués. Pendant tout un temps, les syndicats avaient refusé que des femmes travaillent à Chertal pour ne pas perturber les gens. Et donc c'était vraiment un peu une première. Un souvenir qui me reste toujours dans la tête, je ne parle pas des accidents graves et tout ça, mais c'est un monsieur on décrassait le four pit. Et à un moment donné, on est appelé pour pit, donc on réchauffait donc les lingots avant d'aller au laminoir, avant le dégrossisseur.
Et à un moment donné, tous les 6 mois, ce four était en réfection. C'était des gros blocs réfractaires, il y avait des gens qui travaillaient, on démolissait ça. Il y a un monsieur qui a fait un malaise cardiaque là, dans le four. Et on est arrivé là-bas, il était en arrêt total. On ne respirait pas, et on a réanimé sur lui, et puis ça c'est revenu un peu. Donc le cœur s'est remis à battre. Il ne respirait pas très facilement, mais enfin, on a profité de cette occasion-là. On avait fait préparer le pont roulant qui sortait des lingots, hors du four évidemment. Et alors, pour amarrer la civière, c'est la civière spéciale, donc c'est un genre de cercueil en fer, mis là-dedans, tiré dehors, et on est parti en Bavière, Maurice et moi, Van Herp et moi. Et alors, cet homme-là a survécu, ça c'est un bon souvenir.